nouvelle intervention, cette fois-ci en présence de Yves Nicolas. Yves Nicolas qui est CTO chez Soprasteria, je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est bien ça. Yves qui nous a fait une conférence tout à l'heure à 10h30, une conférence sur l'IA éthique. Alors l'IA éthique, effectivement, ça peut être des sujets qui peuvent paraître un petit peu philosophiques, et on a bien senti d'ailleurs que c'était un petit peu philosophique. Et d'ailleurs c'était un petit pas de côté pour commencer, puisqu'on a commencé par une déclamation de quelques vers du site de Corneille pour illustrer les problématiques qui peuvent se trouver face à des problématiques d'IA. Et je vais vous laisser vous présenter, nous dire un petit peu la raison de votre venue, et notamment la venue pour ce festival qui parle de conscience. Pourquoi particulièrement ce festival-là? En fait, l'intelligence artificielle est en train de se répandre de façon large dans tous les systèmes d'information. Et évidemment, quelquefois, l'intelligence artificielle, ça fait peur. On a peur de se laisser dépasser par la machine. Enfin, il y a plein de peurs. Et puis, c'est quelquefois un peu mystique. Donc, oui, c'est ça. Enfin, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, quoi, hein. C'est bizarre. Et donc, ça nous paraît, nous, important, chez Soprasteria, en tant que grande ESN, de dire comment est-ce qu'on réfléchit en termes d'éthique sur l'introduction de l'intelligence artificielle. L'éthique, c'est souvent, la définition de l'éthique, c'est en fait une réflexion d'un peuple qui doit se donner des normes, des limites et des devoirs par rapport à ses valeurs, hein, d'une certaine forme. Et ça, ces normes, ces limites et ces devoirs, elles vont pas venir de l'extérieur. On a besoin de les réfléchir, nous. Et j'ai beaucoup aimé votre remarque sur le fait qu'effectivement l'éthique n'est pas la morale, ce sont des choses différentes, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à prêter des valeurs morales à des machines, à des actions de machines ou d'intelligence, etc. Là où c'est pas du tout là que se pose le débat finalement. C'est ça. Alors je vais rendre à César ce qui est à César, parce qu'en fait ce point-là, c'est Laura Lange, qui était la philosophe qui animait la journée, qui l'a dit, mais très justement, en conclusion de l'intervention. Et c'est du coup ce qui était intéressant dans ce qu'elle a dit là-dessus, c'est que on est obligé c'est quelque chose qu'on doit prendre personnellement. C'est une réflexion personnelle d'une certaine façon. Et alors dans la conférence, j'ai montré quelques-unes des spécificités de l'intelligence artificielle qu'on doit prendre en compte, autour du fait que c'est probabiliste, sur le fait que c'est compliqué d'expliquer comment une IA a choisi telle ou telle chose, ou évidemment tous les problèmes qu'on connaît bien autour des biais qui peuvent venir en intelligence artificielle. Et parce que la connaissance de ces spécificités de l'IA, c'est ça qui va permettre que en tant qu'humain, en tant qu'utilisateur, en tant que concepteur d'un logiciel d'IA, on va pouvoir exercer notre esprit critique humain et notre libre arbitre. Et ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour qu'on puisse mettre en œuvre une intelligence artificielle en toute confiance. Oui, et c'est vrai que ce que vous évoquez là, c'est effectivement la peur un petit peu aussi pour peut-être le grand public, mais pour qui l'IA, c'est ce que vous avez évoqué aussi dans votre conférence, Asimov, les lois avec les robots. Mais on va dire que les 3 lois de la robotique, elles sont plutôt favorables à l'homme. Mais si on prend d'autres œuvres chez la science-fiction, que ce soit Terminator ou Battlestar Galactica, où on voit que là, c'est l'IA a pris le dessus sur l'humain qui devient finalement esclave de cette IA. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce rapport créateur-créature qui peut aussi faire peur, alors que finalement, c'est peut-être un faux problème? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Personnellement, je pense que les œuvres de science-fiction telles que vous les donnez, elles ont le bon côté cathartique d'exercer ça, de la même façon que les contes pour enfants permettent d'exorciser sa peur du loup ou autre. Mais en vrai, du coup, on voit bien, et c'est ce que j'ai voulu montrer aussi au travers de ce que j'ai dit sur le projet de réglementation de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle, c'est que globalement, entre les éditeurs, les entités politiques telles que la Commission ou les gouvernements, on est tous en train collectivement de réfléchir sur comment est-ce qu'on va se donner nos normes, nos limites, nos devoirs, et comment on va vérifier que ça puisse être conforme. Pour arriver aussi, et c'est une des choses importantes pour qu'il n'y ait pas cette peur du grand public, il y a un des éléments qu'on considère clés chez nous, c'est que l'IA puisse être, tous les programmes à base d'IA qu'on met en œuvre, ils puissent être intelligibles. Alors ce qu'on met derrière cette intelligibilité, c'est la capacité que
tout un chacun, quel qu'il soit, confronté au résultat d'un programme d'IA, on puisse le comprendre et on puisse y adhérer finalement d'une certaine façon. Et ce que j'ai compris aussi, parce que moi c'est pas un domaine dans lequel je nage ou même j'évolue naturellement, c'est que ce qui est intéressant, c'est que cette IA, cette IA, même s'il y a plusieurs IA, vous l'avez bien présenté, il y a plusieurs types d'IA, mais en tout cas c'est quelque chose qui ne se fait pas en marge de la société justement, parce que les pouvoirs publics se les réapproprient sur les règles de vivre ensemble, y compris en intégrant ces problématiques-là, et que c'est pas uniquement encore une fois ce qu'on peut voir dans la pop culture, mais le savant fou qui invente quelque chose dans son coin et puis la création lui échappe. Non, on sent que c'est quelque chose qui a en tout cas la volonté de conscience en tout cas d'aller tous dans le même sens avec des règles de vie communes en fait vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Alors absolument, il y a vraiment c'est ce qu'on voit dans toutes les initiatives qu'il y a aujourd'hui sur le marché, qu'ils soient de la part des grands éditeurs logiciels, des gens qui sont des intégrateurs et puis des entités politiques. Il y a cette volonté très forte de travailler dans un cadre où on a cette réflexion éthique autour de l'IA, sur, là encore, normes, limites, devoirs, et comment on se place là-dessus pour que l'intelligence artificielle, on lui demande à la fois pas plus que ce qu'elle peut faire, on lui demande non plus pas moins, et on la mette dans un cadre qui est vraiment dans le respect de la personne humaine et au bénéfice de la personne humaine. Et c'est là qu'on a vu, vous avez illustré avec 2 vidéos dans votre conférence qui sont assez amusantes justement sur le libre arbitre, le choix de l'arbitre, ce qu'on demande à une machine de faire ou à un algorithme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de faire alors que l'humain des fois a des réactions parfois paradoxales par rapport à ce qu'on attend de lui. Enfin, les 2 vidéos l'illustrent très très bien entre le non-choix ou le choix qui est complètement décalé. Et c'est vrai que ça c'est difficile d'arriver à se dire comment on va réussir à tous penser l'IA entre guillemets, même si elle est multiple, comme un fonctionnement qui serait relativement standard, quoi. Ça va être très difficile. Et effectivement, s'il y a un message que je voulais laisser d'une certaine façon à la fin, c'était à la fois en étant un peu décalé sur une petite vidéo dont on sait pas, on s'attend pas à la fin, on va dire ça d'une certaine façon comme ça, mais faire prendre conscience que c'est aussi à nous tous d'avoir cette réflexion. Et là encore, pour revenir à ce que Laura disait à la fin en conclusion, c'est vraiment c'est un problème personnel de chacun d'entre nous. C'est évidemment qu'on soit un concepteur, qu'on soit un intégrateur d'IA ou qu'on soit un simple utilisateur, on ne peut pas faire abstraction de cette réflexion globale qui est pas non plus, c'est aussi ça que j'ai voulu montrer, qui ne peut pas être limité à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il doit vraiment prendre sa place dans une réflexion globale sur l'éthique numérique, sur l'éthique de la digitalisation. Et l'intelligence artificielle, finalement, elle a qu'un côté un peu paroxystique, parce que justement, elle embarque ses craintes un peu comme ceux des contes de notre enfance ou des ouvrages de science-fiction. Mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Et c'est important de la prendre en compte dans une réflexion globale sur l'éthique numérique. Parce qu'effectivement, derrière, il y a cet aspect éthique qui dit aussi effectivement au service de l'humain. On l'a évoqué avec les précédentes personnes qui sont venues au micro, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit décorrélé des besoins humains et aussi des fois des connaissances et des compétences des diverses personnes qui doivent le mettre en application. Pour vous, l'IA, quels peuvent être des exemples concrets d'applications qui, au-delà de l'aspect high-tech, je dirais recherche, etc., mais des applications concrètes pour monsieur et madame tout le monde dès 5 à 10 ans ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez déjà des exemples comme ça qui pourraient... qui existent peut-être déjà et on ne se rend pas compte? Oui, il y a des applications très très concrètes qui existent déjà, qui marchent très très bien, qui sont par exemple sur des assistants personnels. Alors dans les assistants personnels, les petits chatbots que vous voyez au bas de vos écrans, il y a souvent à boire et à manger. Mais quand on applique bien des technologies d'intelligence artificielle, on a des cas chez certains de nos clients où vous êtes capable, sur des volumes importants, vous êtes capable en fait de traiter automatiquement 80% des demandes qui vont être récurrentes chez un utilisateur, que ce soit une réinitialisation de mot de passe, que ce soit des choses comme ça, et on va les traiter complètement automatiquement avec un grand bénéfice de l'utilisateur, ce qui va permettre en fait aux gens, aux personnes humaines qui sont vraiment chargées du support, de ne pas être débordés par ces demandes de base et de se concentrer sur les choses qui demandent une vraie attention humaine. Et de fait, ça ajoute à la qualité du service utilisateur
parce que ces personnes-là sont pas, là encore, sont vraiment concentrées sur des choses où elles sont conscientes qu'elles apportent de la valeur ajoutée humaine. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a tout un tas de choses, la reconnaissance automatique, le traitement du courrier à la poste, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est mis dedans pour le routage automatique, ça marche très bien. Donc ça, c'est des sujets. On peut avoir des sujets un peu plus complexes qui marchent aussi assez bien, qui sont aider, là encore, des gens qui sont dans des centres d'appel à avoir des gens qui vont être ils vont avoir des propositions de produits, ils vont avoir une compréhension un peu plus fine pour qu'ils aillent plus vite et là encore, du coup, un service rendu au client qui est meilleur. Ça existe un peu tous les jours. Après, dans le domaine de l'image, vous avez des tas de choses qui marchent bien. L'amélioration de l'image en santé, ça existe, ça marche, et il n'y a pas spécialement de problème éthique. C'est vraiment, on est en train d'améliorer l'image, on donne plus d'informations à un médecin qui est celui qui va faire le choix, ça marche, il faut y aller, quoi. Et de ce que vous me dites là, je me demande si ça répond pas aussi à une petite question, une vraie problématique qui a été évoquée par Marie Attino de la Métropole tout à l'heure, qui disait que elle avait à sa disposition un nombre incommensurable de data, mais qu'elle était incapable de les traiter. Elle, pour savoir ce qui était à prioriser par rapport à d'autres. Est-ce que, par exemple, les techniques d'intelligence artificielle peuvent aider justement à arbitrer, à choisir, à identifier, à faire émerger des sujets, ou est-ce que, parce qu'on est de plus en plus dans la data, ça on en est sûr, et du coup, est-ce que ça pourrait répondre à ce type de problématique ? Il n'y a souvent pas d'intelligence artificielle sans bonnes données. Donc la question, je pense que dans ce que disait Marie sur scène, on est un peu en amont de ça, on est dans ce qui doit être fait préalablement à toute intelligence artificielle, qui est de recenser la donnée dont on dispose et finalement un petit peu de la nettoyer ou autre. Alors, et puis après, il va y avoir, peut-être ce qui s'y apparente le plus, c'est qu'on commence à avoir des techniques qui vont permettre d'augmenter la data d'une certaine façon. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait un peu cette première vision de quelles données on a à notre disposition, quand on a une vision un peu claire de ce qu'on veut en faire, comment est-ce qu'il y a un grand aspect qui est, il va falloir annoter la donnée pour dire, c'est classique dans les images, ça c'est un chat, ça c'est un humain, etc. Dans de la donnée d'entreprise, il y a souvent le même process à faire. Il y a une qualification de la donnée à faire, et après, il y a un travail sur la donnée qui doit être fait pour soit étendre un peu automatiquement le jeu de données sur lequel on va à l'apprentissage, ou le rendre un peu plus robuste pour être sûr que justement il soit plus résistant aux biais. Un modèle d'intelligence artificielle, il apprend que sur ce qu'on lui donne, quoi. Et si la donnée, c'est l'exemple que je montrais du tweet, du chatbot raciste lancé par Microsoft. Quand on apprend sur de la donnée qui n'est pas de la bonne donnée, on renforce des biais. Donc ce traitement de la donnée pour une bonne annotation et pour éviter de le rendre plus robuste, pour le rendre plus robuste par rapport aux biais ou aux attaques, là, il commence à y avoir des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de le faire aussi. On est par rapport aux exemples que je donnais tout à l'heure, on est un peu plus en avance de phase, c'est-à-dire qu'on est au moment où c'est fin des travaux de recherche et comment est-ce qu'on va mettre ça sur le marché. Et c'est typiquement l'exemple du consortium Confiance.ai dans le cadre du grand défi pour l'IA de confiance. C'est typiquement ce genre de sujet sur lequel on est en train de travailler pour justement passer ces sujets qui sont à la fin des labos de recherche, comment est-ce qu'on les met sur le marché dans un cadre qui soit industrialisable. D'accord, donc des applications concrètes en fait derrière. Pour aller vers des applications concrètes, absolument. Très bien, écoutez, je vous remercie pour ces échanges qui viennent compléter la conférence, c'était très intéressant. Et puis cette conférence qui d'ailleurs, comme toutes les autres, sera revisionnable sur le site NWX dans quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast. Voilà. Mais écoutez, merci, bonne fin de journée, bonne fin de festival, et puis au plaisir de nous recroiser prochainement. Eh bien, merci beaucoup, plaisir partagé, à bientôt. C'est clairement de faciliter tout ce qui est diagnostic sur un organe. Là, dans le cas, c'est le cas d'un cancer du foie. Donc là, il n'y a pas la lésion qui est affichée. Mais si on peut l'afficher. Donc, pour afficher les menus, tu regardes ta main avec la paume. Là, tu as un menu qui va s'afficher. Et avec le doigt de ton autre main, n'importe lequel, tu prends par exemple Liver Anatomy. Et normalement, tu as un petit menu en dessous qui va s'afficher. J'ai fermé le truc. Ouais. Voilà. Et là, tu as lésion, tu fais afficher la lésion.
Donc là, du coup, tu peux le manipuler, voir un peu mieux. Du coup, tu peux le voir où est-ce qu'il est localisé. Donc l'intérêt, après, tu peux enlever certaines couches, tu peux enlever les fibres qui sont autour. Donc ça, c'est l'usage vraiment médical du truc. Afficher les layers. Merci beaucoup. Donc là, on est sur le stand de Soprasteria avec Guillaume qui vient de faire une démonstration, comme on peut l'entendre, avec un festivalier qui expérimentait. Ça fait partie des stands qu'on a ici et c'est vrai que là, on voit tout de suite la réalité. C'est de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est ? C'est de la réalité augmentée. D'accord. En fait, c'est le principe de HoloLens, en fait. C'est de pouvoir incruster dans la réalité, dans la vue de notre réalité, des images holographiques d'objets 3D. Donc là, typiquement, dans le cas d'Holocare, c'est de faciliter le diagnostic médical sur des cas précis. Donc là, typiquement, là, on était sur un cas d'un cancer du foie où en fait on pouvait modéliser le foie en question du patient, mais aussi la tumeur et pouvoir la cacher, voir ce qu'il y a derrière cette lésion et pouvoir faciliter le diagnostic justement des praticiens et des spécialistes. D'accord, très bien. Donc pour faire un petit peu simple, la réalité augmentée, c'est ce qu'on voit dans Pokémon Go ou des choses comme ça. Si je fais un petit peu c'est-à-dire qu'on vient incruster des images de synthèse sur une réalité qui existe là en fait. Exactement. Alors, c'est un usage un peu trivial que j'évoquais, mais c'est pour le grand public. Mais exactement, c'est clairement d'apposer à notre vision de la réalité des éléments en plus. Donc, ça peut être des éléments contextuels, par exemple si vous avez un call ou à distance, voir le visage de la personne pendant que vous marchez ou que vous discutez, ou comme là justement insérer des éléments 3D, pouvoir les manipuler dans son environnement en fait. Et donc les usages là qu'on peut avoir en santé, c'est quelque chose qui est encore à l'état de prototype ou c'est quelque chose qui est vraiment pour application en ce moment ? Alors c'est encore à l'état de prototype. Donc là, Holocare, c'est issu de nos études côté Norvège. Donc c'est entre les entités norvégiennes de Soprasteria et l'université hospitalière d'Oslo. Donc ils travaillent conjointement avec notamment des spécialistes sur la représentation et la manipulation de ces éléments-là. Donc là, on est encore à l'état de prototype, mais l'idée, c'est derrière d'accélérer le diagnostic, fiabiliser les futures interventions, de manière à avoir des opérations beaucoup plus précises, beaucoup plus rapides. Et ce qui fait que derrière, d'un point de vue hospitalier, il y ait un gain sur le fait que les patients se remettent beaucoup plus vite, en identifiant mieux les problèmes. Voilà, en identifiant mieux les problèmes et potentiellement les impacts d'une intervention. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation et je vous souhaite une bonne fin de festival. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et donc avec une nouvelle festivalière qui vient d'arriver, je viens de tomber sur Catherine Lèbre qui est là, elle là pour la soirée. Alors justement Catherine, pourquoi être venue ce soir ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette seconde partie finalement du festival ? Alors clairement, j'ai été attirée par les deux conférences qui sont proposées pour cette dernière partie de soirée. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était sympa de pouvoir ouvrir aussi un petit peu plus largement à des personnes qui ne sont pas forcément toujours dans le digital. Oui. Donc ça c'était sympa et puis l'occasion de rencontrer aussi cet écosystème et des personnes qui seront nouvelles, avec qui on peut échanger, avec qui on peut discuter. Donc top. Un côté un peu réseau finalement dans l'histoire. Au-delà du contenu, il y a aussi les rencontres qui peuvent en découler. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc du réseautage et puis vraiment le fond aussi parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir participer à ces deux conférences et d'être à l'écoute. Et donc c'est la première participation au festival de ce que je comprends finalement, parce que d'habitude c'était en journée, donc ça empêche peut-être de pouvoir se libérer. Oui, tout à fait. Donc je trouve sympa de pouvoir proposer comme ça différents modules. Alors j'ai regardé aussi un petit peu à distance, pour être déjà, tout à fait, pour être dans l'ambiance déjà, et donc j'ai trouvé ça très très sympa. Mais c'est vrai que mobiliser toute une journée c'était compliqué, sachant que pour certains sujets c'est pas vraiment mon cœur de métier et les sujets sur lesquels j'ai besoin de vraiment creuser. Donc c'était parfait, la formule est parfaite. Et dans le cadre de votre activité, en quoi vous pensez pouvoir, au-delà du réseau, tirer
des bénéfices? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dites en disant je vais peut-être apprendre des choses sur tel et tel domaine? Oui, alors moi j'accompagne en fait les entreprises sur des projets, alors plutôt développement RH ou mobilisation d'équipe. Et une de mes spécificités, c'est aussi de pouvoir aider à lancer des projets, quels qu'ils soient, donc plutôt kick-off, donc avec différents outils. C'est important pour moi de m'imprégner aussi de ce qui se fait, d'avoir la température et de connaître aussi cet écosystème innovant. Ouais. C'est vrai qu'il y a des sujets qu'on a abordés, qu'on a entendu aborder dans la journée, notamment effectivement l'implication des personnes quand on veut faire des changements dans les entreprises, et c'est un peu ce qui vient d'être évoqué, des fois ça peut être difficile, donc c'est un peu venir piocher les bonnes idées, voir ou entendre les difficultés que peuvent rencontrer les autres pour vous l'approprier peut-être. Tout à fait, c'est d'être à l'écoute des besoins aussi, hein. Donc moi je vais intervenir plus sur l'aspect humain, c'est de l'accompagnement au changement au niveau humain, hein, parce qu'on sait bien que les changements ils sont avec des hommes, donc même si le projet est parfait sur le papier, il faut que les personnes qui sont impliquées aient envie. Donc moi c'est important pour moi de ne pas être déconnecté aussi de la réalité et des besoins aussi techniques, parce que c'est les humains et le fond, et le projet. Très bien, merci beaucoup et bienvenue à ce festival. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir.